Alors, dans les propos toujours introductifs, mais il faut que je sois pas long, pour introduire ce sujet, les réflexions que je voulais vous dire, c'est que bon, la mondialisation maritime va commencer avec les grandes découvertes au début du XIXe siècle. C'est à la fin au début du XVIe, pardon. Et c'est à la fin du XIXe siècle, le transport maritime va changer de nature avec la deuxième industrialisation. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le transport maritime va prendre cet élan contemporain que nous lui connaissons et qui fait qu'aujourd'hui, les super-tankers, les super-containers, les énormes navires de croisière sillonnent les mers. Et c'est ce transport-là qui a conduit à la mondialisation, qui a été un sujet dont nous avons beaucoup parlé, avec justement la perte de souveraineté de nos nations a été souvent liée à cet essor du transport maritime qui faisait que la tonne transportée était toujours moins chère. Donc le grand atelier du monde s'est déroulé comme ça. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'étais au maritime. Alors, j'ai assisté à un colloque organisé par le port de Toulon et je sais qu'il y a des représentants dans la salle. La semaine dernière, c'était les Maritime Business Day du port de Toulon. Et on a vu arriver un homme en robe de chambre, ce qui nous a beaucoup surpris, et qui allait prendre son petit déjeuner. Et en fait, le côté très amusant de la situation, c'est qu'en fait, il était en train de nous expliquer que le petit déjeuner provenait de 30 pays. Donc un simple petit déjeuner le matin, on n'y a pas pensé, mais la bouteille plastique, le jus d'orange, le blé, etc. vont venir de 30 pays, sans forcément des impacts chez nous, mais des impacts dans ces autres nations. Et ça, c'est le transport maritime qui a conduit à cette évolution. Le transport maritime, il a posé aucun problème pendant 80 ans. Le transport se faisait en toute sécurité, donc on était habitué à un transport en paix, mais on avait complètement oublié que jusqu'à la milieu du XIXe siècle, les navires marchands étaient armés et attaqués sur toutes les mers du monde. Et en fait, on a oublié qu'on a connu une période de paix sur les mers qu'on n'avait jamais connue. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on revient vers de la conflictualité en mer, de l'attaque de piraterie, de la criminalité. Est-ce que cette situation va être durable ou est-ce que c'est un épisode temporaire? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, le nouveau contexte, c'est que les Houthis nous attaquent en mer Rouge, qu'on a des bateaux qui sont coulés en mer Rouge, que les forces navales américaines, mais aussi européennes, dans le cadre de l'opération Aspides, défendent les navires. Mais on sait aussi que les Ukrainiens, avec quelques drones, sont parvenus à interdire toute activité navale commerciale aux Russes en mer Noire, que la mer de Chine devient de plus en plus compliquée pour certains navires de commerce. Et je voulais terminer en disant qu'en pas très longtemps, en juillet 2025, 2 attaques des Houthis ont visé les navires Magic Sea, qui a été abandonné en mer après des attaques de drones, et le navire Eternity Sea, qui a été coulé par des engins explosifs, et les Houthis ont largement diffusé ces images. Donc est-ce qu'on va vers un village moins global avec une forte réduction du trafic maritime, ou est-ce que les navires marchands vont pouvoir bénéficier de nouvelles mesures de protection? Est-ce que l'escorte va être possible? Est-ce qu'il va falloir imaginer de nouveaux modes de protection? C'est la question, et on va essayer à la fin de trouver une solution. Donc première question que je vais poser à Laurent Bechler, si on peut mettre la première carte en fond visuel. La première question, c'est quelle est aujourd'hui l'importance du trafic maritime commercial dans un monde qui est de plus en plus en conflit? En quoi ce trafic est déjà affecté par les conflits entre les États, mais aussi par la criminalité en mer? Laurent, nous t'écoutons. Merci Thierry, donc j'ai la lourde charge de commencer. Alors, ce serait effectivement bien qu'on puisse projeter la carte, parce que sinon je vais vous la décrire, mais je vais prendre un peu de temps. Thierry, tu as déjà dit beaucoup de choses dans ton introduction, et en particulier sur le fait que le transport maritime ne reflète que la mondialisation des échanges, pour une raison assez simple, c'est que la poussée d'Archimède
d'une part, et le fait que l'eau soit fluide d'autre part, fait que pour transporter des grandes masses de marchandises, on le fait par voie maritime, c'est imbattable sur le plan de l'énergie. Et donc, s'il y a du commerce, il y a forcément du flux maritime, et ça, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis l'aube de l'humanité qu'on se sert des fleuves et des océans et des mers pour transporter de grandes masses. Ça, c'est la dernière, il faut mettre la première, s'il vous plaît. La mondialisation des échanges, elle se traduit, enfin, elle est aussi due, ça tu l'as pas dit, mais au fait que le dollar est devenu en 1971 une monnaie universelle d'échange. Ça c'est très important. Alors c'est pas l'objet de la table ronde, mais ça a permis l'expansion de ces échanges. Le deuxième grand facteur, c'est la spécialisation par pays des capacités de production industrielle, qui fait que certains pays font des matières premières, d'autres font du traitement de ces matières premières, d'autres font de l'intégration, d'autres font des composants électroniques. Et finalement, cette spécialisation qui commence après la Deuxième Guerre mondiale et qui se termine dans les années 2000, nécessite un énorme besoin en flux de transport et donc un énorme besoin en transport maritime. Toi, tu as pris l'exemple du petit déjeuner. Moi, je prends un autre exemple, c'est la petite pile ion lithium que vous avez tous dans votre portable, dans votre ordinateur, etc. Elle vient pour le lithium de l'Amérique du Sud, pour le cobalt de l'Afrique. Elle a passé 2 ou 3 fois en Asie pour se faire intégrer, et puis elle revient en Europe pour se faire vendre. Donc, la pile, elle a déjà fait une fois le tour du monde, au moins, avant d'arriver chez vous. Elle refera sans doute une fois le tour du monde quand on la recyclera. Et donc, nos objets les plus quotidiens, en fait, dépendent essentiellement du transport maritime. C'est pas toujours connu. Alors, je crois que dans la salle, il y a quand même pas mal de spécialistes, mais voilà, c'est juste que nos moindres petites affaires aujourd'hui dépendent du transport maritime. Alors, le chiffre, c'est que 90% des échanges commerciaux se passent par voie maritime. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui on est dépendant de ces flux maritimes. Et que ces flux maritimes, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, ils sont un peu plus menacés qu'avant. Alors, je ne dirais pas forcément que le XXe siècle était un siècle de paix sur le transport maritime. En revanche, aujourd'hui, on a de nouvelles menaces qui apparaissent. Alors, sur la carte, comme on ne l'a pas... On peut remettre la carte en plein écran? Oui, c'est bon. Merci, la régie. Bon, vous verrez sur la carte, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, les principales routes maritimes marchandes qui, sans surprise, finalement relient 3 grandes façades qui sont l'Asie du Sud-Est, la côte orientale américaine, les côtes européennes, avec 2 petits passages qui sont la mer Rouge d'une part et le golfe arabo-persique de l'autre. Ça, c'est vraiment la route principale. Ensuite, il y a d'autres routes qui sont un peu moins fréquentées, mais qui sont tout aussi importantes, celles qui passent par le cap de Bonne-Espérance, donc au sud de l'Afrique, et celles qui passent par le canal de Panama, pour relier justement la côte orientale américaine, l'Asie du Sud-Est. Sur ces grandes routes, quand on regarde ensuite où sont les zones de menace pour les navires marchands, on voit qu'elles sont de 3 natures, ces zones de menace. Il y a celles qui ont toujours existé, c'est celles que génèrent les richesses qui sont transportées par voie de mer. La cargaison du navire, elle est précieuse, donc elle suscite la convoitise, c'est la piraterie. La piraterie, elle a toujours existé. La piraterie, aujourd'hui, on la retrouve dans les points de passage proches des côtes où les navires sont obligés de passer, donc c'est essentiellement les mers étroites, les proximités des côtes et les détroits. Donc on trouve dans les 3 détroits de l'Asie du Sud-Est qui relient la mer de Chine à l'océan Indien de la piraterie, en particulier au large de Malacca. On en trouve le long de la côte orientale africaine, en particulier à Loré et à l'entrée de la mer Rouge. On en trouve dans le golfe de Guinée parce qu'il y a un trafic d'hydrocarbures relativement important sur la côte occidentale de l'Afrique. Et on en trouve un petit peu dans la zone Caraïbe. Cette piraterie, finalement, elle existe tout le temps. Alors peut-être que mon collègue assureur me déjugera, mais finalement, d'un point de vue économique, je pense qu'on peut la modéliser par des statistiques et apporter une réponse économique qui est assurantielle. Le deuxième type de menace, c'est ce qui a aussi longtemps existé, c'est la guerre au commerce. C'est-à-dire qu'on se sert, que ce soit un État ou un groupe criminel ou un proxy ou tout ce qu'on veut, se sert de l'attaque de ces lignes commerciales pour contraindre le pays bénéficiaire de ces lignes. Alors ça, c'est typiquement ce que tentent de faire les Houthis aujourd'hui en mer Rouge. C'est typiquement aussi ce qu'on a trouvé en mer Noire quand on a essayé de, enfin, en tout cas les Russes ont essayé de bloquer le flux maritime ukrainien de céréales vers l'Afrique du Nord, qui d'un point de vue stratégique n'était pas forcément une bonne idée. D'ailleurs, ça s'est arrêté même avant que l'Ukraine réduise quasiment à néant la flotte russe en mer Noire. Cette partie-là, finalement... Est-ce qu'on peut mettre la carte en plein écran? Parce que je pense que les gens au fond ne la voient pas du tout. Non, la carte non, pour l'instant, c'est la première, c'est juste une description géographique. Ouais. Vous verrez, ça va très vite. Voilà. Bon, et alors le troisième type de menace, c'est celles entre guillemets qui sont subies, c'est-à-dire qu'ils ne visent pas nécessairement le trafic maritime, mais le trafic maritime passe dans des zones de tension géopolitique qui font qu'il peut être mis sous tension. Alors typiquement, c'est la mer de Chine du Sud avec les rivalités des puissances riveraines de cette mer qui souhaitent effectivement s'accaparer une partie de ce territoire maritime.
On le retrouve en Méditerranée orientale aujourd'hui, et on ne le retrouve pas encore, mais en tout cas, c'est le chef d'état-major de la marine en a parlé. On pourrait imaginer qu'en Baltique, par exemple, et là c'est un autre avantage, on puisse amener une contrainte relativement forte sur les flux commerce russes. Voilà. Ça c'est le paysage pour dire qu'on a effectivement des zones maritimes où le trafic marchand est aujourd'hui sous tension, plus qu'avant. Parce que la piraterie, c'était de tout temps. La guerre au commerce, c'est par épisode. On a cité le 19e siècle et les navires armés. On peut aussi rappeler les grands épisodes des campagnes atlantiques des Allemands dans la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale pour interrompre les flux commerciaux entre les États-Unis et l'Angleterre afin d'étouffer cette dernière. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé pour tenir ton timing. C'est parfait. Je te laisse la main. C'est parfait. Maintenant, ce que je vous propose effectivement, c'est Éric Denefle. Ce qui va nous intéresser, c'est que vous nous expliquiez en quoi le risque de guerre pour les navires a évolué ces dernières années, une dizaine d'années, et quelle est votre vision justement en tant qu'assureur risque de guerre de cette nouvelle menace en mer. Alors je pense évidemment, parfait, merci, je pense au conflit entre États, mais aussi à l'instrumentalisation de groupes terroristes ou proxy. Comment les armateurs arrivent à s'adapter à cette menace, sans doute grâce à vous. Alors, merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Pardonnez-moi, je serai une faible voix de l'assurance maritime aujourd'hui. J'ai une trachéite carabinée et malheureusement, je dois être à 25% de mes capacités vocales. Pour autant, grâce au micro, vous allez sans doute pouvoir m'entendre. La bonne nouvelle, c'est que je ne pourrai pas vous parler longtemps, donc je ne vais pas vous ennuyer. Le risque de guerre, en fait, a évolué ces 10 dernières années. Moi, j'ai commencé à travailler il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on n'avait pas de risque de guerre en tant que tel. Le premier sinistre risque de guerre dont je me souviens et dont je me sois occupé, c'était l'attaque du Limbourg. Précision, c'était déjà au Yémen. Et puis, ça avait été suivi assez rapidement par, dans la même zone, l'attaque du USS Cole, là encore, des forces yéménites qui avaient attaqué ce navire représentant le symbole de la flotte américaine dans la région. Par la suite, nous avons eu la période de piraterie au large de la Somalie, qui s'est quand même échelonnée de à peu près 2000 jusqu'en 2013. Donc on a eu 13 années successives d'attaques de piraterie au large de la Somalie. C'est pas seulement resté au large de la Somalie, ça s'est étendu sur tout l'océan Indien pour aller presque jusqu'aux îles Nicobar et Andaman de l'autre côté de l'océan Indien pour pratiquement arriver dans les zones d'influence indienne. Donc des pirates qui prenaient vraiment beaucoup de confiance, qui avaient un process qui leur permettait d'aller de plus en plus loin et qui leur permettait d'être de plus en plus efficaces. On a eu d'autres situations qui s'assimilaient à de l'utilisation de la violence en mer. On n'est plus dans le registre de la piraterie cette fois-ci, on n'est plus dans le registre militaire pur, on est dans le registre de décisions d'État qui créent des situations d'embargo. Et là, je me souviens très très bien d'avoir vécu la situation créée par la décision américaine en 2018 de lancer un embargo sur le pétrole vénézuélien. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'un embargo décidé par les États-Unis contre le pétrole vénézuélien peut avoir des incidences sur le trafic maritime ? C'est très simple. Du jour au lendemain, parce que ça s'est passé comme ça, l'administration américaine a décidé que le pétrole vénézuélien ne pouvait plus aller aux États-Unis et qu'il était frappé d'un embargo généralisé dans la mesure où le Venezuela ne faisait pas ce que souhaitaient que les États-Unis veuillent. On s'est retrouvé avec 30 ou 40 tankers qui étaient chargés prêts à partir du Venezuela et qui devenaient des navires qui n'avaient plus de destination parce que plus personne ne pouvait acheter ce pétrole à bord de ces tankers qui étaient de différentes nationalités. On avait des tankers turcs, on avait des tankers grecs, on avait des tankers russes aussi. Et donc on s'est retrouvé avec, pendant pratiquement 18 mois, une trentaine de tankers qui n'ont pas pu bouger. Plus récemment, évidemment, nous avons tous vécu, et vous le voyez tous les jours, encore aujourd'hui, les attaques de Houthis sur tous les navires qui veulent passer, enfin un certain nombre de navires qui veulent passer par la mer Rouge. Les Houthis ont commencé les attaques de navires, non pas en octobre 2023,
mais en 2014, au moment du déclenchement de la guerre civile entre les Houthis et le gouvernement central yéménite. Et ces attaques de Houthis se sont dirigées vers les tankers d'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les tankers d'Arabie Saoudite ou les tankers chargés de pétrole en provenance d'Arabie Saoudite étaient finalement une cible dans la mesure où l'Arabie Saoudite soutenait le gouvernement central yéménite. Donc on a vu se développer, sans que personne n'en parle dans la presse, parce que ce n'était pas un sujet public, un certain nombre d'attaques régulièrement organisées par les Houthis. À l'époque, ils utilisaient plutôt des mines magnétiques. Ils utilisaient aussi des esquifs dont le gouvernail était bloqué avec de l'explosif à bord. Et en tout état de cause, ils ont attaqué une dizaine de tankers saoudiens ou transportant des cargaisons saoudiennes de 2014-2015 à 2023. C'était très difficile de suivre cette situation et de comprendre cette menace parce que même les intérêts d'Arabie Saoudite ne communiquaient pas sur ces attaques. Ils ne voulaient pas que l'on puisse reconnaître que l'Arabie Saoudite n'était pas capable de protéger ni ses pétroliers ni ses cargaisons devant les attaques de Houthis. Les Houthis sont des gens qui sont très bien organisés, les Houthis sont des gens qui sont très bien armés, et les Houthis ont des gens qui sont très bien structurés pour constituer, pour s'approvisionner en technologies qui peuvent être utilisées aujourd'hui à des fins destructives en mer. Et c'est sans doute un signal que cela nous envoie, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui nous attend demain ? Ben demain, je crois que ce qui nous attend, c'est beaucoup plus de technologies qui vont être utilisées pour détruire en mer tout ce qui peut être détruit et en fonction des intérêts des belligérants. Donc plus de technologies, une population qui les utilise formée à cette technologie, donc des niveaux ingénieurs, sans aucun doute, et des circuits d'approvisionnement qui vont leur permettre d'être à la hauteur de ces attaques technologiques et de ces moyens technologiques. Et je pense que si on veut essayer de bien comprendre le contexte, il faut se souvenir que pendant les pirateries au large de la Somalie, on avait trouvé la martingale dans les années 2009-2010 pour arrêter le phénomène. La martingale, c'était d'embarquer des hommes armés à bord pour protéger les navires contre les attaques des pêcheurs somaliens, parce que ce n'étaient pas des pirates, c'était des pêcheurs somaliens. Aujourd'hui, lorsqu'on nous demande d'assurer un navire qui transite par la mer Rouge et que l'on nous dit, pour nous rassurer, pour qu'on fasse la prime la plus basse possible, ne vous inquiétez pas, nous aurons des gardes armés à bord, assez rapidement, sans être des spécialistes, ni des conflits, ni des moyens militaires, on répond que c'est certainement pas la bonne réponse, et que la bonne réponse face à des drones, la bonne réponse face à des missiles, ça relève plutôt de moyens technologiques de défense. Et là, je suis persuadé qu'il y a plein de gens ici qui savent beaucoup plus que moi de quel appareil on parle, de brouilleurs, par exemple, pour s'abriter de ces attaques et avoir à bord des navires, non pas des gardes armés à bord, mais des ingénieurs qui puissent utiliser ces brouilleurs au bon moment, avec la bonne efficacité, on va parler que ce soit possible. De gardes armés modernes. En fait, c'est une évolution du métier de la protection. Effectivement, c'est plus un tir à la mitrailleuse lourde sur l'embarcation qui arrive. C'est effectivement l'arrivée de nouvelles technologies d'attaque qui vont nécessiter de nouvelles contre-mesures. Alors à ce sujet-là, je pense que ça va être intéressant d'écouter Capitaine Vaisseau Aurélie Léoufre. À quoi pense-t-on quand on part vers la mer Rouge et qu'on va devoir assurer la protection de navires contre des missiles, des drones? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez imaginé il y a 5 ans, qu'on voyait venir? Et racontez-nous effectivement comment ces missions se sont passées et qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré, Aurélie? Merci. Alors, d'abord, je voulais vous parler de notre engagement, de l'engagement des bateaux militaires dans le cadre de la protection du trafic maritime. Et après, je ferai je détaillerai la partie mer Rouge. Donc, en effet, nous, depuis le 19 février 2024, on est engagé dans l'opération Aspides. Aspides qui signifie bouclier en grec. Opération donc de protection du trafic maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.
Cette opération, elle a été lancée en urgence, même si en effet il y avait eu des attaques préalables, mais en urgence parce que la situation sécuritaire était devenue particulièrement dégradée et on a atteint un haut niveau de violence avec des navires qui se faisaient attaquer, mais pas une fois, c'est-à-dire pendant plusieurs heures, avec des menaces un peu différentes à chaque fois. Ça, j'y reviendrai plus tard. Donc il y a eu un vrai objectif, un vrai besoin de réassurance de notre trafic maritime, donc de cette entrée dans la mer Rouge jusqu'au détroit d'Ormuz, et avec la mise en œuvre avec la possibilité d'employer la force avec un mandat exécutif qui permettait d'employer la force pour protéger le trafic maritime. Donc l'objectif était bien de garantir la sûreté maritime dans le cadre du droit international avec 3 modes d'action. La surveillance de la situation maritime, avoir une vision d'ensemble de la situation maritime, l'accompagnement des navires qui en faisaient la demande au préalable auprès de l'opération Aspides, et puis la protection des navires qui faisaient, comme je vous le disais, qui subissaient des attaques combinées et répétées. À savoir qu'on agit, tout ça, notre participation à cette opération en mer Rouge s'inscrivait en effet dans une action résolue et continue de la France dans la zone nord de l'océan Indien, puisque on agissait déjà historiquement à travers un engagement européen dans le cadre de la mission Atalante, qui est quand même un exemple réussi d'une opération opérationnelle pour lutter contre la piraterie dans cette zone, et auprès des Combined Maritime Force qui, s'agissant de la sécurité régionale, luttant contre le trafic de drogue à forte valeur marchande. On a également l'action permanente du MICA Center qui est en place à Brest depuis juin 2016 et qui échange des informations avec le trafic maritime, qui fait de la coopération contre tous les types de menaces. Ça, on peut dire que c'est un point clé nouveau. Effectivement, la marine aujourd'hui a un centre international, on peut dire, qui est basé à Brest et qui va assurer une surveillance de toutes les zones maritimes et être en relation directe avec tous les navires à travers les mondes pour les conseiller dans leur route sur les menaces, mais qui a aussi en retour beaucoup d'informations. Et donc ça, c'est une très belle innovation. Ça date de quoi, une dizaine d'années ? 2016, le MICA Center. Donc il faut souligner ce point-là, c'est une évolution déjà importante. Voilà, ça fournit en effet aux navires et aux armateurs des conseils, des briefings particularisés suivant leurs demandes, et des informations sécuritaires ou des alertes, même quand on sait que potentiellement il peut se passer quelque chose depuis la terre vers le... Comme le temps est un petit peu compté, Aurélie, votre mission sur le terrain, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, sur le terrain, on a fait face, en effet. Alors moi, je suis arrivée, j'étais pas le premier bateau déployé sur zone, donc j'ai quand même bénéficié du retour d'expérience des unités qui étaient passées avant moi. Comme je vous le disais, on a fait face à des menaces qui étaient quand même assez intenses, qui allaient du petit drone type Shahed, de la munition rôdeuse ou du drone qui faisait du one-way attack en direction des navires de commerce, jusqu'aux missiles balistiques, en passant par des missiles de croisière, des drones de surface. Enfin voilà, je pense qu'on a tout observé. Alors pas forcément tous au même moment, mais tous à notre passage, on avait un petit peu une évolution de la menace, et avec une constante quand même. Et cette menace visait les navires marchands que vous escortiez, ou aussi la frégate ? Alors elle visait essentiellement les navires marchands, même si ça n'a pas été le cas pour les navires américains qui eux étaient directement visés. Il y a eu des attaques, ça c'est pas un secret, contre le groupe américain.
Nous, c'était essentiellement les navires de commerce qu'on pouvait être amené à escorter ou pas, parce que on escortait des groupes de 3 bâtiments en même temps en général. On faisait des convois. Mais certains navires passaient quand même seuls, et ces navires-là parfois se faisaient attaquer, et donc on intervenait souvent en deuxième rideau, alors avec un petit délai, pour venir les prendre sous notre aile et les amener dans une zone sûre. Et cette situation-là, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Est-ce que vous étiez je dirais, bien outillé? Il me semble qu'effectivement la marine s'est bien débrouillée, mais qu'est-ce qu'on doit envisager pour l'avenir? Alors oui, on était bien outillés, mais on avait du retour d'expérience en boucle courte, c'est-à-dire que les bateaux qui étaient sur zone rendaient compte des menaces qu'ils rencontraient, et donc le bateau qui arrivait après s'adaptait. On avait même des mises à jour de système par nos industriels pour être encore plus performants. Donc ça se faisait vraiment à un rythme beaucoup plus accéléré que d'habitude. Et aussi, on a adapté notre entraînement. Il y a eu la semaine dernière encore l'exercice dont vous avez peut-être entendu parler, Willfire, où on s'entraîne vraiment dans les conditions même qu'on va rencontrer en mer Rouge. On s'entraîne avec de la simulation, mais on s'entraîne aussi avec une quantité de cibles et de drones pour se mettre vraiment en situation comme ce qu'on rencontre en mer Rouge. Très bien, merci beaucoup Aurélie. Maintenant on va passer à Sébastien Tarkis, donc le représentant du Premier ministre. Vous savez où vous en êtes en ce moment? Donc Sébastien Tarkis, donc du SGMR, je te passe le mien si ça marche pas, va nous expliquer comment l'Europe et la France justement ont pris en compte cette menace sur le trafic maritime, et quelle stratégie, je dirais actuellement, on envisage, comment la France prend en compte cette menace au niveau politique aujourd'hui. Très bien. Oui, déjà je vous remercie de m'avoir convié à cette table ronde. Vaste sujet de stratégie, donc une stratégie européenne et une stratégie nationale. Une centaine de pages sur ces deux stratégies, mais j'ai que 5 minutes pour vous en parler. Ouais. Donc je vais faire quelques raccourcis dans la présentation. Sur ce sujet, on est déjà sur une compétence des États membres de l'Union européenne, sur ces sujets de sécurité-défense. Donc on est déjà sur des compétences des États, et l'Union européenne vient apporter une couche supplémentaire qui permet des coopérations des moyens des États dans certaines opérations, et puis va permettre par des actions de formation, des actions d'appui à des créations de centres régionaux, par exemple on en a parlé pour l'information maritime, d'apporter un plus à l'action des États, des marines quand on est au large. Donc l'Union européenne, je commencerai par là, elle avait une stratégie, elle l'a révisée en 2023, donc c'est un document qui est quand même très actualisé, récent, et elle poursuit 6 grands objectifs. Donc je vais en détailler plus ou moins certains. Le premier, c'est d'intensifier les activités en mer, c'est de donner un cadre à certaines opérations. Et dans les opérations de l'Union européenne, il y a le volet maritime est prépondérant aujourd'hui dans les opérations militaires que peuvent mener l'Union européenne, notamment à travers Atalanta en océan Indien, qui a commencé par la lutte anti-piraterie, on en a parlé tout à l'heure, et qui aujourd'hui, depuis fin 2024, s'est ouvert au volet de toutes les activités illicites en mer, puisque ça rejoint la criminalité, le terrorisme, puis des choses plus de haute intensité il y a un continuum dans toutes ces menaces, et donc ce volet Atalanta a été complété. Deuxième, c'est Irini en Méditerranée, où elle couvre le volet embargo sur les armes à destination de la Libye. Des opérations, mais aussi des exercices, enfin pas un exercice annuel de sécurité maritime au sens plutôt de sûreté. Il y en a eu un l'année dernière en Méditerranée, au large entre l'Italie et l'Espagne, exercice Marsex, sur les infrastructures critiques et sur la pêche INN, illégale et illicite et non réglementée. Ce cadre européen permet d'aller chercher des partenaires, c'est ce qu'a souligné le chef d'état-major de la marine hier, et travaille bien entendu
sur ces questions de défense, avant tout avec l'OTAN, qui est le cadre privilégié pour cela. Alors, j'ai une petite question justement là-dessus. La marine nationale en France, donc elle a ce rôle dual qui a été bien évoqué. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de problème de passer d'une menace militaire à une menace de police. Voilà. Comment ça se passe justement pour les autres marines européennes? Est-ce qu'elles font leur révolution culturelle ou c'est compliqué? Alors, je vais répondre en 2 temps à votre question. Ça fait la transition avec la stratégie nationale. Ouais. Nos stratégies nationales, dans ses spécificités, il y a cette approche interministérielle déjà, par le haut, au niveau national, autour du Premier ministre et du secrétaire général de la mer pour son animation, il travaille sous son autorité en lien avec les différents ministères. Donc on a une approche quand même qui est intégrée sur ces questions et où on se distingue le plus souvent des autres États européens, et au niveau local déconcentré, on s'appuie sur les préfets maritimes, notamment en métropole. On n'a pas de difficulté à passer à la fois par le cadre juridique d'action des navires de la Marine nationale. On n'a pas de difficulté à passer, déjà la Marine nationale intervient sur le volet action d'État en mer, sur le volet civil en mer, on va dire, et elle a pas, à tout moment, un navire a à la fois la capacité opérationnelle, la capacité juridique, la direction des opérations pour passer d'une action civile à une action militaire. Ça, c'est vraiment le gros atout de la France, je pense. C'est le gros atout de la France, et c'est un atout, on était précurseurs par rapport aux nouvelles menaces. Très bien. Alors justement, parfait. Nous allons aborder le sujet des nouvelles menaces. Donc je demande à la régie de nous mettre la carte numéro 2. Et je vais commencer là à nouveau par l'amiral Bechler. Justement, comment, vu du centre de prospective de la marine, qui est le CESM, comment vont évoluer ces menaces maritimes qui sont beaucoup liées à l'activisme des autres États? Là, vous avez une carte de la FMS où on a essayé de recenser les zones de remise en cause des espaces maritimes, mais aussi des zones de criminalité qui sont en grisé. On sait que la Chine, la Turquie, l'Arctique, le Golfe Persique sont des zones qui bougent, mais aussi la mer Noire, avec en plus la criminalité. Amiral, comment voit-on l'évolution désormais de ces menaces? Alors, je m'affranchirai un tout petit peu de cette carte, même si j'en commenterai une partie, pour évoquer également les menaces qui ne sont pas nécessairement que militaires ou sécuritaires, mais les menaces qui pèsent sur le trafic maritime. D'un point de vue sécuritaire, on a déjà largement exploré le sujet en répondant à la première question, en tout cas sur les zones de piraterie ou sur les zones de tension géopolitique. Sur cette carte, ce qui est important, c'est de voir également qu'on a des zones de contestation de nos intérêts qui sont la Nouvelle-Calédonie, avec une instrumentalisation géopolitique par certains États sur la faiblesse supposée de la France dans la zone, et puis les intérêts, des intérêts africains qui s'expriment en particulier autour de Mayotte et des îles éparses qui sont dans le canal du Mozambique. Un des vrais sujets aujourd'hui dans la partie contestation maritime, c'est la territorialisation de la mer, c'est-à-dire la volonté de certains États de s'accaparer la mer, de la transformer en eau territoriale, c'est-à-dire en eau sous la compétence de l'État, et non plus en zone de haute mer. Alors, en haute mer, on trouve ce qu'on appelle la zone économique exclusive qui apporte des droits en termes d'exploitation, mais pour le trafic maritime, c'est-à-dire la liberté de navigation, ça n'apporte strictement rien. En revanche, les eaux territoriales, elles, font régner sur la partie des eaux concernées le droit de l'État en question. La Chine, vous avez tous entendu parler de la ligne des 9 traits de Mao Tse-tung, qui depuis est la ligne des 10 traits, mais peu importe, revendique une assez large compétence sur la mer de Chine, avec une stratégie de poldérisation. Donc elle colonise des îlots, elle y met des infrastructures et des hommes, et elle rentre du coup dans la convention de Montego Bay pour dire j'ai droit à 12 nautiques autour de cette île et ils sont à moi. C'est intéressant d'ailleurs de voir que la Chine ne remet pas en cause la convention de Montego Bay ni le droit international, elle l'instrumentalise, ou en tout cas elle s'en sert pour rentrer dans des cases en légitimant son action. On pourrait citer un autre exemple, c'est à Chypre, autour de Chypre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, la marine turque a intercepté un navire de forage italien qui venait faire de la prospection sur un lot qui lui a été attribué, en disant qu'en fait la zone en question était revendiquée par la République
de Chypre soutenu par la Turquie et que le lot avait déjà été attribué par la Turquie et qu'en conséquence le navire italien agissait en toute illégalité. C'est bien pour vous dire que cette volonté de territorialiser la mer s'exprime et elle pourrait avoir comme conséquence sur le flux maritime ou de dévier certaines routes ou en tout cas d'avoir un contrôle plus accru de certains États sur les routes en question. D'autres menaces existent sur le trafic maritime. Il y a le changement climatique. Le changement climatique, il s'exprime de deux manières. La première, c'est que le canal de Panama risquera peut-être un jour de fermer, puisqu'aujourd'hui, l'assèchement des précipitations sur l'Amérique, parce qu'il a besoin d'être alimenté en eau de pluie, ce canal, pour fonctionner, fait qu'il est déjà restreint. Aujourd'hui, il y a des quotas de navires qui passent par ce canal de Panama, au-delà de la taille des navires qui y passent. Et que autant on peut faire le tour de l'Afrique, parce que le cap de Bonne-Espérance et la route traditionnelle de Marco Polo, c'est assez praticable, autant passer par le cap, ça devient risqué aussi en raison des conditions de mer. Donc c'est un vrai sujet, le changement climatique, alors, qui ouvre d'autres opportunités en revanche. C'est que quiconque regarde non pas une carte de Mercator, mais un globe, se rend compte que la route la plus directe entre l'Asie, en particulier le Japon, et l'Europe du Nord, c'est l'océan Arctique, et que l'ouverture des routes du Nord-Est ou du Nord-Ouest, qui est un peu plus difficile, donnera sans doute des opportunités. Et c'est aussi pour ça que c'est aujourd'hui une zone de forte tension géopolitique, parce que dans 30 ou 40 ans, il n'est pas impossible qu'une grande partie du commerce passe par cette zone si elle s'avère relativement libre en termes de navigation. Voilà. Et puis la dernière menace que je cite, mais c'est parce qu'elle est en fait proportionnelle au trafic maritime qui continue à croître, c'est l'augmentation de la piraterie, parce qu'en fait, elle lui est directement proportionnelle, et que les navires de commerce, ils transportent certes des marchandises déclarées, mais ils transportent aussi un grand nombre de marchandises non déclarées, et qu'en fait, l'ensemble de ces trafics, que ce soit la piraterie qui décharge la cargaison ou des trafics qui mettent des cargaisons illicites à bord, ne feront que croître dans les années à venir. Le chef d'état-major de la marine nous a dit hier qu'on était à plus de 60 tonnes de cocaïne saisie, en vous rappelant bien que c'est pas forcément qu'on est meilleur, même si on est très bon, c'est que surtout le commerce augmente et que donc en pourcentage, en fait on fait pas plus de prises, on fait des plus grosses prises. Alors que pense l'assureur? Est-ce qu'il va dans le même sens? C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si vous faites beaucoup de prospectives, mais vous êtes effectivement quand même bien placé pour mesurer ces évolutions. Et notamment, je pense qu'il y a de nouvelles technologies. On pense, nous tous, au pirate qui arrive avec son esquif, avec un moteur Yamaha très sûr, son GPS, mais il y a aussi des menaces de nature cyber, de drones, de chantage. Comment vous voyez tout ça, Frédéric? Alors sur le premier volet de la question, et pour faire écho aux propos que nous venons d'entendre, les assureurs ont beaucoup de mal à faire de la prospective. La conflictualisation du monde, la polémologie, tout ce qui touche autour de l'explication sur l'origine d'un conflit, où qu'il soit et quel qu'il soit, est très très difficile à maîtriser. Il faut beaucoup de spécialistes, de gens qui s'entendent bien et qui s'écoutent, et c'est très compliqué. Vous êtes plus statisticien. Voilà, on essaye d'identifier les signaux économiques de ce qu'on prend en charge, de ce qu'on paye, et on essaye de voir pourquoi et comment à cet endroit-là. Alors pour faire écho à ce qui vient d'être dit, effectivement, on assiste aujourd'hui à quelque chose qui était un petit peu tombé en sommeil, c'est les revendications territoriales des États. Les États aujourd'hui veulent s'étendre, veulent contrôler les zones qui sont contiguës à leur souveraineté, que ce soit des zones maritimes ou que ce soit des zones terrestres. On a plusieurs exemples qui viennent d'un peu partout, évidemment les Russes avec l'Ukraine, mais on a aussi l'administration américaine avec le Groenland. On a les Russes dans le nord, au large de la Norvège, avec les Svalbard. Et puis on a évidemment en Asie tout ce que la Chine pense et fait vis-à-vis de Taïwan pour faire admettre l'idée que Taïwan fait partie de la Chine. Et que finalement, le détroit de Taïwan, c'est pas le détroit de Taïwan, c'est juste un point de passage dans la mer intérieure chinoise. Et que ça fait partie de ses eaux territoriales. Donc, il faut être observateur de cela parce que ça s'accélère. Et on avait perdu l'habitude de cette projection des États, de cette projection des pays vers ces territoires. Lorsqu'un
lorsqu'un État décide de se lancer dans cette démarche, eh bien, il va déstabiliser la navigation dans la zone en question pour être sûr qu'il la contrôle. Déstabiliser, c'est contrôler, dans une certaine mesure. Et on voit des exemples de déstabilisation, alors qui utilisent des moyens classiques. Vous parliez de la Chine tout à l'heure, on voit que les pêcheurs chinois peuvent, avec des milliers de petits navires, venir déstabiliser une route maritime classique ou bloquer les entrées ou les sorties de certaines zones à fort passage parce que énormément de navires se dirigent à partir ou vers Taïwan. On a aussi des moyens plus sophistiqués avec effectivement le spoofing, le jamming, qui sont là encore de la déstabilisation technologique. Donc là aussi, la technologie prend sa part dans la détermination de la désorganisation et de la conflictualisation. Et puis on a évidemment tout ce qui touche au cyber-risque. Les exemples de cyber-risques qui peuvent déstabiliser une activité économique au point de décourager les acteurs économiques du privé, ça va être par exemple l'attaque qui avait lieu sur l'armateur Maersk en 2017-2018, où finalement, avec une attaque cyber sur les connexions informatiques entre les centres opérationnels de Maersk et ses navires, Maersk n'était plus capable de savoir où étaient les conteneurs qu'il devait livrer. Donc c'est une perte sèche pour eux de 300 millions de dollars. Hein, ça a été rapporté dans leur rapport annuel, donc c'est pas du tout gratuit comme contexte. Évidemment, la réflexion derrière, c'est de se dire mais est-ce qu'on a fait quelque chose, est-ce qu'on a dit quelque chose, est-ce qu'on a pris une position commerciale sur un État qui, par exemple, pourrait choquer quelqu'un qui serait entraîné vers ce genre de démarche vis-à-vis de nous. Donc les attaques cyber sont aussi un moyen de déstabiliser tout ce qui peut être déstabilisé, à commencer par des activités économiques privées. Et puis enfin, on a les menaces sur les câbles sous-marins qui doivent absolument pas être négligées. On dépend tous d'Internet. Internet, ça passe au fond des mers. Vous les assurez ? On assure la pose de câbles contre le risque de guerre, oui. Et c'est un risque qu'on découvre de plus en plus. J'ai un petit peu mis mon nez dedans et j'ai essayé de comprendre la version technologique d'un câble sous-marin, de ce qu'on pouvait en faire. Et j'ai appris plein de choses. Je ne les domine pas encore complètement parce que j'ai pas cette spécialité. Mais on découvre qu'un câble sous-marin peut être considéré comme un capteur d'information, comme un capteur de son, et que quelqu'un qui voudrait pas, je dirais, faire reconnaître ou dissimuler plus exactement le passage de sous-marins à certains endroits, commencerait par détruire les câbles sous-marins qui sont là, d'abord pour pas être repéré lorsqu'il passe des sous-marins. Et puis ensuite, sur un plan beaucoup plus large, si vous voulez déstabiliser une économie, aujourd'hui, à 2 ou 3 endroits, vous pouvez détruire des câbles sous-marins. Ça se répare très facilement, un câble sous-marin, mais il faut mobiliser des moyens de réparation qui ne sont pas forcément sur site. Ça prend du temps de les mobiliser. Et qui sont décabliers. Qui sont décabliés, avec des équipes spécialisées. Et tout ça peut engendrer une forme de déstabilisation. Alors, dernier point, effectivement qu'on va rester sur le transport maritime, même si c'est un sujet extrêmement important. Dites-nous un secret qui ne sera partagé avec personne d'autre que ceux qui sont là. Est-ce qu'il y a des risques que vous n'assurez plus aujourd'hui ? Oui, le risque cyber, on ne veut plus l'assurer. On n'a pas suffisamment de primes pour faire face à la sinistralité potentielle des attaques cyber en matière maritime. Ah, très intéressant. C'est quelque chose que les assureurs maritimes se refusent. Est-ce que vous n'assurez plus certains bateaux dans certaines zones ? À certains moments d'une crise, oui. Dans quel cas ça fait ? Lorsque le Galaxy Leader a été attaqué en octobre 2023, on n'avait pas encore Aspides sur place. On nous a demandé d'assurer des bateaux et on a dit, écoutez, Galaxy Leader vient d'être détourné par des terroristes yéménites. Il était vide, il aurait dû avoir de la marchandise. Hein. Le Galaxy Leader, c'est un car carrier. Il aurait dû transporter des voitures qui étaient exportées de Turquie vers l'Asie et vers, le Middle East. Et la charte a été annulée, mais il est quand même parti à vide. C'est un bateau qui vaut 90 millions de dollars. Et à l'époque, sur les zones en question, on avait 150 000 dollars de primes par an. Donc comment est-ce qu'on équilibre ça ? Moi, je ne sais pas le faire, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui savent le faire. Donc, dans la mesure où on n'est pas en situation de pouvoir constituer une balance entre les primes... Et la conséquence de tout ça, c'est un trafic marchand qui, désormais, au large de la Réunion, est plus important qu'à Ouessant. Donc, on voit des routes maritimes qui sont en train de changer et qu'il faut effectivement prendre en compte.
Orly, bon, il faut vraiment qu'on accélère parce que je souhaite que nous terminions cette première partie de 1 heure. Néanmoins, pour vous, l'opérationnel, quelles sont les menaces liées à la dissémination de technologies militaires ou liées à des technologies duales ou cyber qui vous inquiètent pour l'avenir? Alors, les menaces, on les a maintenant dans tous les milieux, dans tous les champs. C'est comme ça qu'on planifie désormais. On parle du M2MC, multimilieu, multichamp. Donc on est obligé de prendre en compte beaucoup de facteurs. Et donc ça, je vais répéter un peu ce qui a déjà été dit, mais bien évidemment les drones, c'est quelque chose qu'on regarde de très près, une menace qui évolue extrêmement vite. On s'inspire bien évidemment, on regarde de près ce qui se passe sur le conflit en Ukraine. Comme je vous disais sur Aspides, en quelques mois, la menace drone, elle a évolué. Donc on s'adapte en permanence et on est vraiment à l'affût de toutes les évolutions technologiques qui vont rendre ces menaces encore plus difficiles à détecter et à traiter. Le volet cyber, bien évidemment, ça a été bien évoqué. On a aussi des systèmes qui sont de plus en plus automatisés. Donc nous, on aborde ça avec une extrême prudence parce qu'on se rend bien compte qu'avec une attaque cyber, tout peut vite partir en éclats. Donc c'est clairement les volets qu'on regarde de près. Et puis bien sûr, en termes de... Ce que nous a dit effectivement Frédéric Deneuve, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut le noter, c'est extrêmement intéressant. Hein. Et bien évidemment, il y a toute notre préparation à la haute intensité, qui là, on se prépare à tout ce qui est missiles hypersoniques, etc. Donc c'est très vaste. Est-ce que la marine va se doter de nouveaux moyens justement pour assurer la protection de navires marchands contre cette prolifération de drones, de nouveaux missiles et autres? C'est déjà le cas, en effet. On s'adapte déjà avec des systèmes de brouillage notamment. Et on améliore sans cesse nos systèmes. Mais ce que je tiens à dire, c'est que je pense qu'il y a 15 ans, on n'aurait pas imaginé qu'un gros mouvement politico-religieux comme les Houthis puisse être en mesure de mettre en œuvre des missiles balistiques. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que c'est à la portée de tout le monde désormais. Et en même temps, on a du missile balistique, mais on a aussi encore des drones ou des skiffs traficotés avec des mannequins à bord qui utilisent la ruse pour nous attaquer. Donc il faut être imaginatif et vigilant surtout. Ingénieux. Très bien. Sébastien Tarkis, effectivement, comment l'État prend en compte justement ces nouvelles menaces qui viennent d'être évoquées, qui ont été très bien présentées. J'ai eu une confidence, c'est qu'il semblerait qu'une nouvelle stratégie de sûreté des espaces maritimes soit en préparation. Est-ce que vous pouvez nous dire en avant-première ce qui serait contenu là-dedans, sans dévoiler de secret? De avoir des sources sûres et bien informées, monsieur le commissaire général. Oui, alors notre stratégie date, alors elle est actualisée dans les faits, mais elle date sur le papier de 2019, donc le temps de la révision est venu. Elle a été, cette révision, attaquée depuis plusieurs mois et vient compléter différents documents stratégiques plus larges sur ces questions. Donc il y a des travaux en cours et en courte finale, j'espère, qui sont pilotés en interministériel sous double chapeau du SGDSN et du SGMR. Voilà. Donc oui, on prend en compte les nouveaux risques et nouvelles menaces. Et le dernier comité interministériel de la mer... De quelle manière, quelle est les axes? Alors les axes... La montée en gamme dans ce domaine qu'on envisage, sans dévoiler de secret, hein, monsieur. Oui. Alors... Sur le capacitaire, on s'appuie sur des lois de programmation, sur les choses qui sont pilotées notamment par le ministère des Armées. Donc j'ai pas de scoop à vous donner. Notamment, il y a des efforts qui sont faits, on le voit. Voilà. Par contre, on a un axe d'effort qui a peut-être pas été évoqué jusqu'à présent, c'est l'interface mer-terre.
et notamment tout ce qui est sûreté portuaire, parce que le commerce maritime, à un moment, arrive dans un port, on part et il revient. Et là, clairement, c'est des sujets qui avaient déjà été pris en compte dans le volet antiterroriste post-2001 avec les codes internationaux de sûreté portuaire. Mais on a encore un certain nombre de fragilités, notamment liées au trafic illicite, au narcotrafic, qui impactent directement le commerce maritime également par les activités sur les conteneurs et qui peuvent déstabiliser toute la chaîne en fait. Et donc oui, c'est un sujet, et c'est un sujet de préoccupation et qui est pris en compte avec un certain nombre d'actions sur des ports pour renforcer ce niveau de sûreté. Très bien, on va passer à la troisième partie. Est-ce qu'on peut mettre la troisième carte, qui est une carte FMES? C'est un très gros travail que la FMES a fait en 2022 et qui imagine le monde maritime en 2040. Donc cette carte est intéressante parce que les zones orange foncé sont un peu vues comme nous, comme des zones perdues. Je grossis le trait, où ça va être effectivement assez compliqué. En tout cas, pour passer, il faudra passer avec des moyens assez lourds. Les zones en jaune seront possiblement territoriales. Il faudra quand même bien passer. Ce qu'on voit apparaître aussi, c'est des lignes de vie qui sont non contestées. Donc on pense que ces grandes routes maritimes du large vont être de plus en plus empruntées par les navires de commerce qui vont s'éloigner des brown water pour aller chercher plus de sécurité dans les blue water. C'est donc un éloignement. Et puis, dans notre vision, effectivement, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie sont vraiment deux zones tout à fait clés. Et donc, s'il y a un domaine où la France doit renforcer sa position, dissuader d'être dégagée, et on voit que on nous fait bouger là-dedans, c'est bien la Nouvelle-Calédonie et la Réunion qui sont de plus en plus dans des zones tout à fait stratégiques. Et ce qui se passe, je dirais, certains mouvements dans les territoires peuvent être expliqués par des ambitions d'autres puissances, parce que ces deux zones sont de plus en plus sur des routes de haute mer, les fameuses Blue Water. Amiral Bechler, que pensez-vous de cette vision hardie de la FMES? Alors, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec toutes les couleurs qui apparaissent sur cette carte. Et je trouve que c'est rendre un mauvais hommage à ma voisine de gauche et à tous les bateaux qui On est en 2040. De dire que même en 2040, la mer Rouge est perdue. En revanche, sur la mer de Chine... Elle est complètement territorialisée. Bon, alors après, effectivement, c'est un peu compliqué parce que les systèmes d'armes, je dirais, font que le passage va être de plus en plus compliqué. Oui. J'ai étudié la guerre russo-japonaise 1945, Tsushima, mai 5. Les Russes ont envoyé 3 escadres et l'une des options c'était de prendre, pour ne pas être bloqué par les Japonais dans tous les détroits, de passer par l'Australie. L'amiral Brzezinski, que mon arrière-grand-père connaissait, 1904. Donc vous n'étiez pas tellement visionnaire. Oui. Les analyses se recoupent. Ouais. Et surtout, ça met un éclairage sur nos outre-mer extrêmement important. Tout le monde se demande effectivement l'importance des outre-mer. Les marins n'ont pas de doute là-dessus. Laurent. Oui. Oui, alors merci. En tout cas, ce qui s'appelle la ligne de vie non contestée sur cette carte, qui est la route maritime qui passe finalement sous le cap de Bonne-Espérance et le cap de Tasmanie. Aujourd'hui, effectivement, on l'utilise déjà pour certains transports très sensibles. Donc c'est effectivement une route sûre conseillée qui montre qu'effectivement du coup nos deux territoires de la Réunion et de Nouvelle-Calédonie sont à la fois importants de par leur position sur cette route, puis la route qui passe au sud de l'Afrique, de toute façon c'est la route qui permet de dévier le commerce si la mer Rouge ou le canal de Suez ou le détroit de Bab el-Mandeb sont fermés, donc elle est importante, mais elle est importante aussi en termes de point d'appui pour les bâtiments de la marine, puisque à partir de la Réunion on contrôle relativement bien l'océan Indien et
quiconque a étudié la bataille du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale sait que les Américains se sont appuyés sur la Nouvelle-Calédonie pour reprendre toutes les îles, et que 80 000 Calédoniens ont vu débarquer plus de 100 000 Américains pour relancer la reconquête. Dire à quel point ce point d'appui est également stratégique pour contrôler cette partie occidentale du Pacifique. Cette carte, elle part quand même sur une hypothèse qui consiste à dire que les sites de production restent inchangés et qu'on ne s'intéresse qu'aux routes maritimes. Il y a aujourd'hui un mouvement qu'on a étudié avec la Banque de France qui s'appelle le friendshoring, qui consiste à dire qu'en fait une partie de la production pourrait se relocaliser plus près finalement des sites de destination, avec pour changement du coup d'avoir des lignes moins longues, des lignes plus courtes, mais du coup plus densément fréquentées, mais qui peut du coup amener à changer un petit peu la vision qui est sur cette carte, qui fait l'hypothèse qu'on est à spécialisation du monde inchangée en termes de production manufacturière. Voilà. C'est exact. Cela dit, le friendshoring aujourd'hui, c'est une tendance qui n'est pas encore. Dans votre vision, ça veut dire moins de trafic par la mer. C'est un peu la fin d'une apogée de la mondialisation. Et effectivement, une réintégration des productions par les États. C'est le fameux sujet de souveraineté dont on parle beaucoup à l'occasion des RSMED. Oui, c'est-à-dire c'est peut-être la réindustrialisation. C'est sûr, c'est de se dire en fait c'est des trajets plus courts. Oui. Du coup, effectivement, ça limitera le besoin en tonnage de marchandises transportées et sans doute un léger équilibrage entre la mer et la terre, puisque une fois qu'on est sur des distances courtes, pour le coup, on a d'autres solutions qui sont les trains, les canaux, qui passent pas forcément par la mer. Voilà. Merci. Frédéric Denefle. On voit que les armateurs comptent beaucoup effectivement sur la sécurisation apportée par les marines militaires, notamment la marine nationale. Mais est-ce que les armateurs réfléchissent à assurer quand même un minimum de protection? On sait que autant le monde anglo-saxon a beaucoup avancé dans le domaine des ESSD, les équipes de protection, autant en France, je dirais, la question, on n'ose même pas la poser. On n'a qu'une crainte, c'est la militarisation, mais est-ce qu'on n'est pas en train de prendre du retard? Et puis quand on voit les déstabilisations aujourd'hui, moi je sais que des câbliers sont très inquiets parce que la marine ne pourra pas les protéger partout, parce qu'on se recentre beaucoup sur le théâtre européen, que des navires d'intérêt n'auront pas la protection, et on n'a pas aujourd'hui, je dirais, d'équipe à haut niveau avec des capacités cyber et autres. Est-ce que c'est une direction qui vous paraît intéressante, vous, en tant qu'assureur? Est-ce que demain, vous ne serez pas mieux, je dirais, prêt à assurer des bateaux qui ont des capacités de protection à minima plutôt que ceux qui n'auront rien du tout? Oui, protection à minima, certainement, c'est beaucoup plus attractif du point de vue d'un assureur, mais pas par n'importe qui. Et c'est toute la question, en fait. Qui peut assurer la sécurité d'un transport maritime privé, d'un transport commercial? C'est la question. En France, on a quand même eu des partenariats avec l'armée française, avec la marine nationale. On a eu des commandos qui sont montés à bord d'un certain nombre de navires qui les ont protégés pendant qu'ils passaient au large de la Somalie. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns, ça a été fait. Et à l'époque, si on a pu déployer d'une façon générale en Somalie les gardes armés à bord, c'est tout simplement parce que la Somalie est un État failli et qui s'y est pas opposé. On essaye d'avoir les mêmes approches sur le golfe de Guinée, en proposant d'avoir des gardes armés à bord pour éviter les actes de piraterie à répétition. On a un certain nombre d'intérêts français là-bas, je n'entrerai pas dans le détail, mais là-bas, c'est pas, sont pas les assureurs ou sont pas qui que ce soit d'autre que les autorités locales qui refusent ça au motif que, eh bien, on ne doit pas avoir sur des flottes marchandes des hommes armés à bord parce que ça remet en question le principe du passage innocent d'une unité dans les eaux territoriales. Donc, partant de là, sauf si les armes sont dans une armoire fermée. Oui, bien sûr. Il y a des conditions, oui. mais sur le principe, il y a un certain nombre d'États, surtout dans des endroits particulièrement difficiles au niveau d'où des armureries flottantes, on sait s'organiser. Voilà, c'est quand même très difficile d'obtenir le concours des autorités locales, qui sont très ombrageuses là-dessus, et on n'a pas réussi à obtenir sur le golfe de Guinée une quelconque mise en place de ce genre de mesures pour réduire le risque de piraterie sur la zone, alors même qu'elle est prégnante depuis 30 ans. Les premiers actes de piraterie sur le golfe de Guinée ont commencé il y a 30 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on connaît bien. C'est cyclique, ça disparaît à certains moments, mais ça réapparaît. Actuellement, ça a tendance à réapparaître très vite.
Et donc, on n'a pas trouvé, là encore, de juste solution. S'il s'agit de se préserver contre les drones ou contre des équipements hyper technologiques, là, on change complètement de dimension. C'est une nouvelle sécurité. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire, c'est des formations... On ne pourra pas mettre des équipes, je dirais, étatiques sur tous les bateaux qui vont passer dans ces zones-là. Absolument, et il faudra envisager d'abord qu'on ait la possibilité d'embarquer les équipements de prévention, de protection à bord des navires marchands. Ça, c'est la première réglementation qu'il faudra mettre en œuvre. Ensuite, il faudra trouver les hommes d'équipage et les spécialistes qui sont prêts à faire ce travail sur des bateaux qui sont sous la menace. D'une façon générale, on a beaucoup de mal à trouver des équipages qui veulent aller en mer Rouge. Les Philippins, par exemple, ne veulent plus aller en mer Rouge. Le gouvernement thaïlandais a mis en place des réglementations pour interdire à ses marins d'aller en mer Rouge. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand un navire est stoppé par les Houthis, les marins sont bloqués, les marins sont kidnappés, et ça revient vers l'État de ces nationaux qui doit agir avec les syndicats pour essayer de les libérer, de les distinguer du navire, de les rapatrier, et c'est énormément de difficultés pour l'État de ces marins. Donc il y a aussi ce problème de sécurité des personnels embarqués, que ce soit du personnel commercial, que ce soit du personnel technique, sous-entendu mise en service de systèmes de brouillage. C'est toutes ces questions-là qui se posent et qui resteront posées, pour lesquelles il faut qu'on ait des solutions réglementaires avant toute chose. Merci. Sébastien, quel est votre avis justement sur cette alternative qui éviterait effectivement de faire peser toute la sécurisation de premier niveau à l'État? Est-ce que ce sont des travaux sur lesquels on réfléchit aujourd'hui pour effectivement réserver à l'État les zones les plus dangereuses, conflictuelles, avec des capacités de haut niveau? Avant de passer aux questions, 1 minute. Oui, deux réflexions sur ce sujet. On peut mettre les questions Slido ou Slido, je ne sais pas comment on dit. C'est un sujet très politique quand on remonte aux lois de 2014-2016 qui ont permis d'autoriser les équipes de protection privée sur des bâtiments, des navires nationaux. Il y avait dans les termes du débat, il y avait la question de ne pas aller jusqu'au mercenariat et que les navires armés restaient à l'apanage d'un État. Donc, c'était au moment de l'adaptation de ces équipes, le pic de piraterie était en 2010, les lois en 2014, parce que c'est des sujets qui divisent politiquement et qui qui débordent sur qu'est-ce qui relève de l'État, qu'est-ce qui relève de la puissance publique, qu'est-ce qui relève du privé. Donc c'est la question de la frontière entre les deux compétences. Donc effectivement, il faut que le privé ait sa part, mais jusqu'où? Et là, c'est la deuxième réflexion. La deuxième réflexion, on l'a dit au début, c'est que la réponse qui était bonne pour la piraterie l'est plus aujourd'hui. Et dans la course Glaive-Cuirasse, aujourd'hui on n'est pas sur un point d'équilibre. Donc imaginez un cadre juridique différent, je pense qu'on est un peu tôt et aujourd'hui ça reste une réponse étatique via les marines militaires. Très bien. Moi, ce que je retiens effectivement, c'est que on va pas vers un monde qui va s'apaiser. On voit que la territorialisation que nous a très bien exposé l'amiral Bechler, mais aussi les conflits entre États, la criminalité vont croître avec de nouvelles technologies. On a vu que certaines solutions, ce sont des routes qui vont aller beaucoup plus vers le large. En tout cas, actuellement, on le voit avec ce passage au large de la Réunion. Peut-être que les marines parviendront à sécuriser toutes les zones. C'est un vœu. Est-ce qu'il se réalisera ou non? Et en tout cas, la protection de premier niveau est peut-être quelque chose qu'il faut envisager. Et ce que je retiens aussi, c'est que la menace cyber est une menace qui, pour vous, est quand même complexe et sur lequel je pense qu'effectivement, on pourra travailler à part entière. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, ce que je vous propose, c'est réponse courte pour essayer qu'on puisse en traiter le plus possible. La première question, la plus soutenue, c'est justement comment améliorer la coopération entre les États membres de l'Union européenne, alors que les modèles de marine sont radicalement différents. Alors, on l'a un petit peu évoqué, mais justement, ce sujet est important. Donc, on peut demander à l'amiral Bechler peut-être de nous donner un avis. Après, est-ce qu'il y a des marines avec lesquelles on coopère beaucoup plus parce qu'elles nous
nous ressemble pas mal. Et est-ce qu'il y a des évolutions qu'on peut envisager dans ce domaine, Sébastien Tarki, je pense notamment au niveau européen? Alors, est-ce qu'il y a des marines avec lesquelles on coopère parce qu'elles nous ressemblent pas mal? La réponse est oui. Aujourd'hui, on coopère énormément avec la marine du Royaume-Uni, qui est juste en face de chez nous en Manche. On coopère bien avec la marine italienne et la marine grecque, par exemple. Et puis, on essaie d'augmenter la coopération avec les marines du Grand Nord, donc les États, la Suède, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas. Quand on dit que les modèles des marines sont radicalement différents, en fait, c'est plutôt comment chaque État organise sa sécurité en mer. Ça, les modèles sont différents. Quand il s'agit de faire du contrôle ou de la sécurisation en haute mer, aujourd'hui, la plupart des États européens ne reposent que sur leur seule marine de guerre, qui est duale. Il y a très peu d'États qui ont une marine de garde-côte qui est capable d'intervenir loin au large. Et du coup, le maître mot dans ces conditions-là, c'est ce qu'a dit hier l'amiral Nicolas Vaujour, c'est l'interopérabilité de nos marines. C'est-à-dire si nous sommes capables d'avoir des matériels et des standards et des façons d'approcher qui sont communes, et finalement le cadre otanien est largement fait pour ça, en revanche, on est capable de bien coopérer. La réponse est plutôt quelle est la volonté des États de coopérer, et quand on est vraiment proche des côtes, est-ce que là, pour le coup, les modèles d'États différents font qu'on est un peu plus en difficulté. Sébastien Tarki, c'est que tu... Oui, je compléterai sur le volet activité illicite. C'est le volet qu'on regarde en premier au secrétariat général de la mer. Et c'est vrai, quand on regarde les chiffres, quand on regarde l'activité des marines et les bilans des marines européennes, la France est sur la première place pour tout ce qui est, par exemple, lutte contre le narcotrafic en haute mer. Il est quand même beaucoup plus efficace de faire des saisies de 8-9 tonnes que quelques grammes, quelques kilos sur terre. Donc, notre intérêt, c'est d'amener les marines européennes à agir au large, en tout cas d'avoir un certain nombre d'États partenaires qui interviennent beaucoup plus que ce qui se fait aujourd'hui. Alors une autre question sur l'OTAN. Aurélie Léoufre, est-ce que vous sentez de nous dire, votre vision de jeune officier supérieur brillant, quel est le rôle de l'OTAN dans la sécurisation du commerce maritime? Sinon on passe la parole à l'amiral Bechler. À l'OTAN, mais je ne le vois pas dans ce domaine-là spécifiquement. En revanche, je le vois dans l'établissement de la situation tactique générale, donc dans l'appréciation des situations, des interactions entre les différents États, qui amènent après vers un niveau plus bas de sécurisation du trafic maritime, mais pour moi c'est pas leur domaine d'exercice aujourd'hui. Même si ces derniers temps, par exemple, l'OTAN a créé une cellule de protection des infrastructures sous-marines, on voit que si l'affaire prend effectivement une importance critique, l'OTAN peut être amené à s'intéresser, mais dans ce domaine c'est pas le cas. L'amiral Bechler, peut-être. Oui, alors d'abord peut-être pour rappeler à tout le monde que l'OTAN n'a pas de rôle propre. L'OTAN a le rôle que lui confère le Conseil des États qu'il constitue. Si les États s'entendaient pour dire demain il nous faut une force de sécurité maritime pour sécuriser le commerce, cette force serait sans aucun doute montée, puisque les nations de l'OTAN ont des moyens maritimes. L'OTAN se concentre surtout, c'est ce que tu évoques effectivement en parlant des infrastructures marines, c'est que si demain les flux commerciaux entre les États-Unis et l'Europe étaient de nouveau menacés en Atlantique, ou si demain le Grand Nord devenait un vrai enjeu en termes de sécurité maritime, il y a sans doute des chances que cette organisation qui a été faite de toutes pièces pour protéger l'Atlantique Nord réagisse et mette en place des forces. Aujourd'hui, c'est pas le cas. J'ai pas d'exemple précis de dire est-ce que l'OTAN joue un rôle très précis dans la sécurisation du commerce maritime. En revanche, l'Union européenne le fait. Alors, le cas du navire russe raisonné par la France, il se trouve que mercredi dernier, j'étais à Brest avec le préfet maritime quand ce bateau a été dérouté, donc c'était extrêmement intéressant. Et on va demander à l'assureur, vous avez un peu suivi, Frédéric, cette affaire. Qu'est-ce que vous inspire? Est-ce qu'on est dans la thématique que nous traitons aujourd'hui? Peut-être un petit peu quand même. Oui, on l'a suivi. Le problème de cette procédure, c'est une procédure pénale. Et a priori, le secret de l'instruction fait qu'aucune information n'a pu sortir du dossier du juge d'instruction. Ce que l'on a appris par la presse, c'est que le commandant avait été mis en examen pour défaut d'obtempérer. Oui. Un défaut d'obtempérer, c'est comme quelqu'un qui ne s'arrête pas lorsqu'il est arrêté par un gendarme. Donc on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait en tête par rapport aux menaces dont on a parlé aujourd'hui. Et le bateau a pu repartir. Donc on n'a même pas conservé le bateau sous séquestre pour faire une enquête approfondie sur ces infrastructures.
essayer de trouver des traces d'explosifs, essayer de trouver des traces de mécanismes de lancement ou de rampe de ce qu'on peut imaginer, qui serait venu peut-être caractériser ce qui a été dit dans la presse. Donc ici, on est devant un dossier qui est extrêmement transparent et il est très très difficile d'en tirer une quelconque leçon, je dirais, à ce stade de mes informations. En revanche, la réaction de M. Poutine était intéressante. La réaction de M. Poutine devant la presse mondiale, qui parle de ce procès et qui dit que la France est commise dans un acte de piraterie, quelque part, cette affaire, il l'avait en tête. Et s'il l'avait en tête, c'est pas par hasard. Donc ça aussi, c'est un signal que quelque chose se passait avec ce navire qui intéresse les Russes. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Alors je sens Sébastien Tarkis un petit peu dans ses petits souliers, comme on dit, parce que je pense que lui a pas mal d'infos, mais il peut pas nous dire. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi j'ai une petite idée, mais j'ai light. Quelle est ta vision des choses, en restant sur la question, mais je pense que vous savez un petit peu plus de choses, Gémer. Donc on est sur un sujet, c'est un sujet un peu connexe par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui, avec des cas de sanctions internationales sur le transport d'origine russe sur ce pétrole. On est dans une situation où il y a différents principes juridiques en fait qui s'affrontent: liberté de navigation, compétence de l'État du pavillon, convention de Montego Bay avec des compétences reconnues aux navires militaires. Donc effectivement, on est sur le cas qu'a un petit peu détaillé Frédéric Denefle, une judiciarisation en cours sur un refus d'obtempérer. C'est ce qui a été communiqué par le parquet de Brest, avec une instruction en cours sur ce sujet. Alors pour moi, on est complètement dans le sujet. Refus d'obtempérer, c'était un chef d'accusation. L'autre, c'est un non-identification de la propriété. Est-ce que ça, c'est répréhensible au regard du droit de la mer? Alors, ce qu'on peut dire sur ce bateau, oui, ce qu'on peut dire sur ce bateau, ce qui est très intéressant, c'est que c'est peut-être pas ce bateau, c'est peut-être ce bateau-là, mais ce type de bateau désormais transporte des drones qui vont lâcher à proximité des côtes. Donc, on est effectivement dans cette nouvelle dimension, et je pense que pour beaucoup d'États, c'est peut-être quand même assez inquiétant d'avoir des drones qui partent juste à la limite de la mer territoriale et qui vont tomber dans des zones avec des stockages de cuves d'ammoniac, machin et autres. Enfin, il y a une menace qu'il faut prendre en compte, qui est véritablement complexe, et on est justement dans la criminalisation du monde. Pour moi, on est clairement dans le sujet. Après, c'est ce type de bateau qui va changer de nationalité en permanence, jouer là-dessus, et donc en fait, on ne sait jamais quelle est sa nationalité. Et donc, effectivement, il a pu être sans doute intercepté en mer parce qu'on ne connaissait pas la nationalité, et comme il a refusé d'obtempérer, la France a bon droit, a bien appliqué le droit, a permis le dérouter. Mais vous savez que ces bateaux-là de la flotte fantôme, bon, ce terme je l'aime pas trop, mais ce sont eux qui, comme par hasard, laissent traîner leurs ancres. Moi, en 40 ans de marine, j'ai jamais vu un cargo oublier de remonter son ancre. Comme par hasard, ça se produit de plus en plus. Commence à lâcher des drones, peut-être d'autres armements, poser des balines. Donc ça devient un véritable sujet. On va passer à la question suivante. Alors, quel rôle pour la douane au regard de ces réaménagements, de l'aménagement du monde marin? Moi, je pense que c'est un point important. Alors, SGMer qui assure la coordination des SGMer, moyens... pas douanier, mais... Mais tu parles au nom de tous, là. Oui, tout à fait. La douane a des compétences particulières sur la zone contiguë, donc entre 12 et 24 nautiques. Donc c'est un acteur du côtier, et un peu plus loin que le côtier, voire du hauturier, avec ces trois patrouilleurs. C'est un acteur majeur aux Antilles, dans une zone où le narcotrafic est très prégnant. Et c'est aussi l'acteur de toutes les activités illicites, et à la fois sur le commerce. Donc il y a le volet maritime, il y a le volet portuaire, il y a le volet terrestre avec toutes les interconnexions. Et les pouvoirs des agents douaniers sont précieux dans le continuum. Oui. C'est bien d'avoir un douanier dans sa manche.
Tout à fait. Le gros intérêt de la douane, effectivement, c'est qu'ils ont des compétences liées au code des douanes que n'ont pas les autres administrations. Et le préfet maritime, quand même, avec son pouvoir de coordination, va pouvoir utiliser la douane ou les affaires maritimes ou la gendarmerie, etc. On aurait très bien pu imaginer aussi que ce bateau de la flotte fantôme soit dérouté pour des raisons techniques et bloqué dans le port sur une base technique. En fait, ça offre toute une gamme de moyens et la douane fait vraiment partie de ce sujet-là. Et à une époque où on assiste à une territorialisation de l'espace maritime, on peut penser que son rôle va être toujours plus importante. Alors, on a une question qui monte très vite, justement, c'est sur la Réunion. Quel rôle joue la Réunion dans la protection du transport maritime, sachant que la France possède une base militaire à Djibouti, au cœur des attaques de pirates? Je pense que c'est de nature différente. Laurent Bechler, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, alors c'est un peu de nature différente. D'abord, la base militaire à Djibouti, pour quiconque est allé dans cette base navale, se rend compte que c'est une toute petite base navale, que le quai qu'on utilise pour nos frégates est en fait un quai du port de Djibouti, et que, en plus, elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas tout à fait au cœur des attaques de pirates, elle est un petit peu éloignée. Alors certes, elle est plus proche de la zone que la Réunion. En revanche, la Réunion, là, on a une grande base navale avec des vraies facilités. On est sur le territoire français, donc complètement chez nous. Et donc, la Réunion est aujourd'hui le point d'appui le plus proche des routes qui passent par le cap de Bonne-Espérance, et donc c'est un point d'appui là pour le transport maritime, et c'est un point d'appui majeur pour la flotte française. À Djibouti, on a quelques bateaux qui passent et font escale, parce qu'effectivement sur la route c'est pratique de s'y arrêter. On a de petites capacités d'appui pour réparer les navires, mais en réalité nos opérations et là où sont nos moyens permanents de l'océan Indien, ils sont à la Réunion. Je dirais Djibouti finalement, je vais de l'autre côté, c'est un peu comme Abu Dhabi où je préfère la même réponse. On a certes un point d'appui, mais c'est pas c'est pas dimensionnant pour protéger. Sébastien, tu vas ajouter quelque chose, parce que je sais que c'est un peu une zone que tu suis, mais tu n'es pas obligé. Enfin, très bien. Moi, simplement, ce que j'ajouterais, effectivement, c'est que la Réunion est vraiment une zone qui monte énormément et qui est sans doute sous-dotée en moyens de l'État, vu ce qui se passe dans cette zone, notamment en ce qui concerne la sécurité maritime. Et je sais que les marins de la Réunion, le commandant de zone maritime, réclame des moyens de sécurité maritime plus importants, des capacités de surveillance, mais les moyens de l'État ne sont pas extensibles, donc il faut faire des choix. Une question qui est intéressante, ça fait partie justement des problèmes de sécurité. Aurélie Léouf, quand il y a des mines qui se baladent dans la mer Rouge, on fait quoi là? Heureusement, on n'en a pas vu. Ouais, mais s'il y en a S'il y en a, le tout c'est déjà de les voir. Donc ça bloque complètement le trafic maritime. Ah oui, c'est un risque et c'est l'arme du pauvre, important. Et l'arme du pauvre, un peu comme je vous disais tout à l'heure, les embarcations suicides qui peuvent être déguisées avec des mannequins. Le retour du minage offensif aussi est un vrai risque pour les routes maritimes, surtout avec cette problématique de territorialisation des mers. Donc, et on l'a connu en 91, mais vous étiez à peine né. Et vous vous en rappelez en 91, ça vous dit quelque chose? Peut-être Laurent Bechler, 91, le minage de la mer. Bon, il n'y a que moi qui m'en rappelle. Comment? 87? 92, oui. Donc effectivement, quelques mines larguées à la mer par un simple cargo libyen ont complètement fermé, on a un plongeur des mineurs là qui s'en rappelle bien, ont complètement fermé le passage en mer Rouge, d'où l'importance là des chasseurs de mines et autres qui vont sécuriser. Et on peut penser qu'effectivement le minage avec de simples mines peuvent bloquer une zone complètement. C'est pour ça, alors d'abord, j'étais pas dans la marine, Thierry, mais je m'en souviens quand même. Et un point important, c'est que la lutte contre les mines par les drones nous offre aujourd'hui techniquement une capacité d'action démultipliée, bien plus que ce que faisaient 2 chasseurs de mines. Et donc il y a sans doute une réponse technique intéressante à mettre en place. Bon, j'ai un plongeur des mineurs qui frétille, là, est un expert. Merci Thierry. Oui, en fait, il faut penser que les mines à Orin, si l'Orin est de qualité, elles vont tenir dans la zone où elles sont. Et ce qu'on appelle mines dérivantes, les 3 quarts du temps, c'est des mines dont l'Orin, au bout de 6 mois, est coupé. Et là, alors c'est danger pour tout le monde. Et je crois que les frégates, elles craignent essentiellement, enfin les bateaux en général, ce genre de mines. Les Américains ont eu pas mal de problèmes avec ça.
Effectivement, c'est m'arrivé une fois en golfe Persique, mais quand vous dormez avec le gilet de sauvetage, c'est pas très marrant. Alors la zone arctique, moi je la mets pas forcément dans notre sujet. Néanmoins, ça peut vous inspirer. Puis si la question est là, c'est que ça intéresse. Est-ce que la zone arctique, on le voit, est-ce que ça peut devenir justement une zone de passage qui va de blue water, qui va permettre de passer à quel horizon, ou est-ce que c'est une zone qui va être de plus en plus menacée et contrôlée notamment par les Russes, mais aussi par les Américains qui revendiquent le Groenland et autres. Bon, il se passe beaucoup de choses dans cette zone-là. Laurent Bechler, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Oui, alors c'est en 3 temps. Aujourd'hui, ça reste une zone qui est quand même pratiquement impraticable toute l'année, donc elle est très peu utilisée. On estime que dans 20 ans, la route du Nord-Ouest sera assez souvent ouverte l'été, mais en restant néanmoins à proximité des côtes donc de l'Europe du Nord puis de la Russie. Et c'est là qu'il y a un sujet effectivement de convoitise et de territorialisation de la mer pour contrôler ce passage. Dans 30 à 40 ans, il est possible qu'en revanche toute l'Arctique fonde l'été. Et quand on regarde une carte centrée sur l'Arctique, là on est vraiment dans les blue water, c'est-à-dire qu'on traverse l'Arctique en dehors de toute ZEE et là il n'y a pas de sujet. Et donc le sujet c'est pas est-ce que l'Arctique va devenir dangereux, c'est quels sont les nouveaux détroits qui vont devenir des zones de tension. Donc c'est-à-dire le détroit de Bering d'un côté et puis ce qu'on appelle le GI UK de l'autre qui est à l'autre service, c'est-à-dire la ligne Groenland-Islande-Royaume-Uni qui finalement ferme la mer Arctique, côté océan Atlantique d'un côté, côté océan Pacifique de l'autre. Merci pour cette réponse précise. Quels sont les moyens matériels, juridiques et politiques pour mener une action contre la flotte fantôme russe ? Je tente le coup vers l'assureur. Est-ce que Frédéric de Nefle a des idées là-dessus, je pense, comme juriste de la mer ? Oui, Micro. On a vu se développer cette flotte, je dirais, qui est une flotte qui n'a plus de contact avec l'Occident, en fait, qui n'a plus de société de classification occidentale, qui n'a plus d'assureur, qui n'a plus de P&I, qui ne peut plus acheter de pièces détachées auprès des fournisseurs de moteurs, etc., qui constitue donc une économie du shipping parallèle. Et en fait, l'action que l'on peut mener à son encontre, et il s'en méfie d'ailleurs, c'est lorsqu'elle rentre dans des eaux territoriales avec des marchandises frappées de sanctions ou frappées d'embargo ou en étant en cours d'activité illicite. Et là, c'est effectivement les arrêter, faire des enquêtes, les mettre sous séquestre, mais vraiment sous séquestre pour faire une enquête, et puis confisquer tous les biens impliqués dans une activité délictueuse le cas échéant. Les assureurs sont attentifs à cela parce qu'ils ne veulent pas apporter leur concours à ces flottes fantômes. C'est l'alpha et l'oméga de nos contrôles sanctions et embargo. On a à peu près 800 à 1000 tankers aujourd'hui qui relèvent de cette catégorie. Et donc, on veut absolument faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être sûr qu'on ne s'associe pas à eux, qu'on ne les assure pas contre le risque, un quelconque risque, c'est-à-dire que ce soit le risque de navigation ou le risque de guerre. Et on espère que, à la fin des fins, ils vont se retrouver totalement isolés au regard des prestataires internationaux dont un armateur a besoin pour prospérer au niveau international. Parce que quand vous êtes au Venezuela et que vous avez besoin de pièces, vous avez beau être russe, il faudra peut-être passer par des fournisseurs qui ont des connexions avec les États-Unis, par exemple. Et tout ça, ça va les rattraper à un moment ou à un autre. Donc c'est là qu'il faudra être vigilant. Sébastien, tu as peut-être quelque chose là-dessus, toi aussi. La question reste complètement ouverte. La question est sur la table. Au moment du sommet de Copenhague, le président de la République a annoncé par exemple une réunion des chefs d'état-major sur cette question. Donc il y a certaines choses qui sont faites, notamment tous les paquets de sanctions progressifs de l'Union européenne là-dessus. Et ensuite, aller plus loin, c'est la question. Alors je pense pour ma part, effectivement, les préfets maritimes notamment ont beaucoup de moyens parce que combien de fois ils ont effectivement immobilisé des navires, et là pour le coup, au travers des affaires maritimes, des centres de sécurité des navires et autres, pour déficience technique, donc ça veut dire un bateau immobilisé. Le problème, c'est que si vous immobilisez 800 navires dans les ports occidentaux, je peux vous dire qu'on va en entendre parler. Avec en plus un problème qui est la propriété de la cargaison. On en parlait avec Frédéric Denef. Donc les bateaux vont être bloqués, ils vont rester. Que va-t-on faire de ces bateaux ? Ils vont avoir de l'amiante. Donc je pense qu'on est très prudent. Mais c'est sans doute un moyen supplémentaire qu'on a. Et je ne sais pas si vous y étiez là sur une
présentation que nous avons eue, n'oubliez pas que la flotte fantôme passe à 70% par la Baltique. Donc c'est une flotte qui est à la fois fragile par ses routes maritimes, mais aussi très fragile si on voulait mettre en œuvre notamment les mémorandums de Paris et autres. Frédéric ? Et puis attention aussi, je crois qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et là, pour le coup, faire de la prospective. Oui. Si on prend des mesures coercitives contre des navires exploités par des Russes, Exact. attendons-nous à ce que les Russes Exactement. prennent des mesures coercitives. Exactement. Et ça sera sur une échelle Tout à fait. qui sera très très large. Donc là, on rentre dans un conflit par shipping interposé qui commencera à dire son nom en fait. Bien sûr. D'où effectivement actuellement le faible nombre de bateaux. Encore 2 minutes. J'essaye de répondre à toutes les questions. N'en posez plus et nous aurons le prix de la meilleure table ronde. Je ne sais pas si on va y arriver. Alors, est-ce qu'une force de l'ONU serait adaptée à ce type de mission? Est-ce que ça a déjà existé? Aurélie, vous qui avez passé l'école de guerre il y a peu de temps, c'était dans vos questions, ça? Non, Ça hein. me parle pas. Les casques bleus de la mer, ça ne nous parle pas. Laurent Bechler non plus. Hein. Ouais, les casques bleus de la mer, ça. Dans un siècle, oui. Non, ça a pu exister, mais pas dans ce cadre-là. Bon, la mais vous avez- péninsule maritime, ça a vous avez existé, vu- mais voilà. Vous savez qu'à l'occasion des Aresmed, l'ONU, c'est plus tellement dans l'air du temps. On est plus dans l'organisation de Shanghai. Bon, bref. Et enfin, les filets dérivants de sonar représentent-ils un fléau? Alors, je ne comprends pas la question pour ma part. Oui. Ça vient de moi. Oui, merci. Excusez-moi. Oui. C'était juste pour vous dire que je sais que 99% de l'Internet passe Ah, les câbles oui, sous-marins. oui. Et c'est pour ça que je demandais, vu que les câbles doivent être régulièrement inspectés, sachant que la Russie, par exemple, lorsque vous disiez qu'il traîne une encre Oui. sur des kilomètres Mm. et que vous aviez jamais vu ça, Mm. les filets dérivants de sonar, Mm. est-ce que c'est un fléau dans la mesure où un filet dérivant de sonar, c'est un kill sous-marin absolu? Voilà. Joker, Aurélie? Alors, Non, en revanche, les filets dérivants, je vois ce que c'est. Les filets dérivants de sonar, je vois pas vraiment ce que c'est. Ouais. Les filets dérivants, c'est un danger pour la navigation. Oui. C'est pas forcément un danger pour les fonds maritimes, parce qu'en général, ils dérivent, ils sont pas accrochés au fond. Mais on a un petit peu parlé on parlait des câbles sous-marins. On va en reparler. Bah écoutez, mille merci, bravo pour vos questions. Je voulais vraiment féliciter les intervenants qui ont répondu à toutes les questions de manière brève et précise et je crois que ça mérite d'être souligné. Bonne fin de RSMed et à très bientôt. Et les élèves commissaires, je les attends. Parce que je vais là. Oui. Le but de la marine chinoise, est-ce que c'est de protéger les convois? Bon courage, monsieur. Bravo. Hein,